Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons l'honneur, le privilège d'avoir ce regard neuroscientifique avec Sama et Albert. Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, Merci pour l'invitation. alors, je vais vous passer. D'ailleurs, on a 3 micros normalement. Je ne sais pas où est passé le 3e, mais tout va bien. Ah bah ouais, je veux bien. Pour le moment, récupérer le 3e. Comme ça, chacun est autonome et peut prendre la parole quand il veut. Donc, première question, je vais vous demander de vous présenter succinctement. Et on commence par Sama. Merci. Je m'appelle Sama Karaki, comme mon prénom peut le suggérer. Je suis à la base libanaise, naturalisée française. Donc, je suis venue au Liban en France pour les études. J'étais généticienne et après j'ai fait un doctorat sur un peu les bases moléculaires de la pensée, de la récompense. Et j'étais chercheuse en neurosciences pendant un moment et aujourd'hui, je suis aussi essayiste. Et je pense que j'ai aussi résumé le parcours d'Albert parce qu'on a le même. C'est vrai. Albert, Bonjour, je m'appelle Albert. Comme mon nom ne le suggère pas, je suis aussi libanais, naturalisé français. Je suis venu en France pour mes études. Je fais à la base de la génétique. Non, je rigole. Mais tout le reste, c'est vrai. J'ai juste pas fait de la génétique. J'ai fait de la psychologie clinique et de la biologie. Et après, j'ai fait une thèse aussi en neurosciences. Et donc, je suis clinicien. Donc, je fais de la thérapie. Je travaillais en milieu hospitalier pendant une dizaine d'années sur les troubles anxieux et les troubles de l'humeur principalement, sur les biais attentionnels et perceptifs et cognitifs. Je pense que tout le monde connaît les biais cognitifs. Personne ne connaît les biais perceptifs et attentionnels, mais c'est tout aussi important. Et je m'intéresse à comment on forme nos opinions et comment on change d'avis. Bon, alors, on avait quelques questions, mais je vais peut-être pas toutes les poser parce que finalement, ce serait bien que ça rebondisse dans la salle. Et j'en avais quand même une, c'est quels sont les principaux défis psychologiques et cognitifs rencontrés par une personne expatriée, donc qui s'expatrie de son pays d'origine. Alors, est-ce qu'on commence par Albert, par Sama? C'est à vous de voir. Merci Albert. Mais il ne faut pas que tu me coupes la parole pendant que je m'exprime. Alors, le défi, c'est le même défi quand on croise ce qui n'est pas familier. Ce qui n'est pas familier, ce qui sort de ce que nous avons prédit, en quelque sorte. En quelque sorte, quand on opère des interactions sociales ou même quand on croise des informations, on les compare avec ce que nous avons comme prévision, comme attente. Et on est déplacé, on peut dire qu'on est déplacé quand nous avons des écarts de prédiction. Alors, on aime bien ça au théâtre, on aime bien ça quand on dit un film m'a déplacé, parce que c'est un mouvement. C'est un mouvement qui se produit en nous, qui d'ailleurs se produit physiologiquement aussi, qu'on peut retracer dans des circuits du cerveau, qui sont liés à des circuits qui régulent les écarts de prédiction en quelque sorte. Et par contre, c'est fatigant, c'est éprouvant, parce que ça demande une énergie qui sert à faire quoi? Sert à corriger l'écart de prédiction. Alors, deux façons, soit on s'adapte, soit on sort de l'environnement qui nous a déplacés. Voilà, c'est ce que nous faisons face à une information qui n'est pas, par exemple, la même que nous croyons. Et la diversité produit ça, parce que la diversité, elle nous met face à ce qui n'est pas prédit, ou à ce qui n'est pas connu, à ce qui n'est pas familier. Et donc, deux façons, c'est soit de nous-mêmes nous déplacer réellement, et donc d'adapter notre réservoir de connaissances que nous avons du monde, ce qui est l'exercice qui nous enrichit, soit on rejette la différence, ce qui est l'exercice qui peut être le plus facile en quelque sorte, parce que ce serait le plus confortable cognitivement. Un complément d'Albert? Non, c'est complet. On va pas t'entendre beaucoup. Non, mais alors la prochaine question. Non, la prochaine question, elle était plutôt encore pour Sama. Pourquoi l'expatriation est-elle une source de stress sur le plan neurologique? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Alors, ce qui se passe, c'est tout cet ensemble d'adaptations que nous devons faire, déjà aux stimuli environnementaux.
Ça, on le sait, par exemple, même un autre mammifère, je prends l'exemple d'un chat. Quand on déménage, le chat, il doit chercher ses repères. Parce que nous avons besoin d'une forme de toile de fond familière. Ça aussi, je prends l'exemple de l'animal humain, le bébé humain, qui, pour qu'il puisse jouer, il a besoin d'abord d'explorer le lieu. Donc on explore, en quelque sorte, on dit, voilà, ça c'est un endroit familier, et c'est là où on commence à prendre des risques. Donc même le processus créatif, qui n'est pas que artistique, hein, c'est créatif pour qu'on pense une nouvelle chose, on s'attache à des rituels, on s'attache à une forme de luminosité, à une forme d'un lieu dans lequel on se sent familier, et c'est là où on peut rompre avec les certitudes, et on peut prendre des risques, et on peut commencer à faire de l'humour, par exemple. On ne peut pas faire de l'humour si on n'est pas confortable quelque part. Parce que voilà, c'est un exercice d'incertitude, l'humour, c'est créatif. Et donc, voilà, quand on s'expatrie, il y a d'abord la question du changement environnemental, il y a la question de la langue. Moi, j'ai passé peut-être 10 ans en ne faisant aucune blague. Je pense. Enfin, je pense en tout cas que je disais à tout le monde, je suis drôle en arabe. Je suis vraiment drôle en arabe parce que on a besoin d'intégrer non seulement un langage, une langue, mais aussi des codes invisibles qui construisent ce qu'on appelle une culture. Donc c'est un stress de ne pas appartenir, de ne pas, mais même je ne parle pas vraiment que des symboles linguistiques, mais aussi toute la culture populaire d'un lieu, tout ce qui fait que les gens vont rire ensemble, vont être en colère ensemble et vont avoir peur ensemble. Ce sont des codes collectifs, des symboles qui, finalement, quand on parle de diversité culturelle, c'est ça la culture. C'est l'ensemble de symboles affectifs aussi qui nous lient. Et donc il faut aussi accepter d'être à l'écart de cela. Et en plus, c'est l'autre qu'on n'arrive pas à prédire socialement. Ça veut dire de cette incertitude sociale qui provoque, et je sais que Albert, je suis d'accord avec lui, mais moi, étant d'abord biologiste, je parle de circuits neuronaux un peu d'une façon qui, je les prends un peu plus au sérieux que Albert peut-être. Mais quand on regarde les circuits neuronaux, on voit une sollicitation, c'est-à-dire une activation au niveau de circuits, qui est similaire à une douleur physique, à une intoxication alimentaire précisément, qui est provoquée par l'incertitude de ne pas pouvoir dire si je dis cela, il va être reçu comme ça. Voilà, donc une douleur physique qui nous préoccupe. Quand on a mal quelque part, on est préoccupé. Donc on est moins absent, on est moins performant. On a une mémoire à court terme qui est affectée. On a toutes ces fonctions exécutives qui font d'ailleurs, qui vous donnent ce que vous êtes en train de faire maintenant, qui est de maintenir votre attention. Ou d'ailleurs de faire semblant de le faire. Parce que socialement, ce n'est pas gentil que vous ne me regardiez pas. Tout ça, c'est très sophistiqué et ça demande de l'énergie. Et si vous êtes préoccupé par la résolution de l'incertitude, vous êtes bien moins disponible pour le faire. Donc je dirais pour résumer que tout ce qui est nouveau enlève une partie de notre bande passante. Et donc on est moins disponible à l'autre et au monde. Pourtant, ça attise pas la curiosité. C'était pas une question que j'avais préparée. La curiosité, c'est pénible. Hein. C'est une anxiété qui est due au fait que ce qu'on rencontre comme information ne correspond pas à ce que nous avons déjà appris. Sauf que cet effort peut être associé à la recherche de le réduire, et cette recherche est récompensée. C'est un peu comme ça qu'on apprend. C'est une récompense qu'on obtient à chaque fois qu'on réduit des anxiétés qui sont dues à... Donc après, comme on aime faire du sport très tôt, c'est pénible, hein, ça ne nous étonne pas. Enfin, moi, ça m'étonne. Moi, je me dis comment il est possible. Mais en fait, les personnes qui vont courir le matin, ils y trouvent aussi une forme de récompense parce qu'ils ont d'autres formes d'automatisme. Et donc la curiosité c'est un effort accompagné d'une récompense si on arrive à réduire l'écart de prédiction lié à la connaissance. Mais il peut tout à fait être vécu que par une anxiété. Et donc, quand on n'a pas... Parce que c'est aussi une forme de perception de l'ignorance. La perception que nous avons de l'ignorance, elle peut soit nous mettre en question et nous perturber, soit nous mettre en état de curiosité parce qu'on ne se prend pas beaucoup au sérieux. Ça s'appelait Albert, par contre. Alors Albert, un commentaire ? Non.
Oh, d'accord, alors une question pour Albert. Alors ça, je pense que tu vas adorer. Existe-t-il des traits de personnalité ou des profils cognitifs qui favorisent une meilleure adaptation à l'expatriation? Est-ce que les RH, là, dans la salle, peuvent avoir une petite boîte magique en disant, ouais, expatriable, pas expatriable? Pas vraiment. Non. Il y a, il y a évidemment des tempéraments qui sont plus dans ce qu'on appelle la recherche de la nouveauté et d'autres qui sont plus dans ce qu'on appelle l'évitement du danger, donc l'évitement de la nouveauté. Mais c'est des tempéraments qui sont souvent aussi contextuels et qu'on peut pas vraiment, qui n'ont pas une sorte de valeur prédictive. C'est plutôt rétrospectif, c'est-à-dire après coup, on peut expliquer. En fait, dans la causalité, c'est quelque chose qui est très important dans la recherche, en science en général. Et c'est très facile de confondre le sens d'une causalité. On peut penser que A est en train de causer B, mais dans, je vais expliquer ça. Dans certains systèmes dont on fait partie, qui s'appellent les systèmes dynamiques complexes, il n'y a pas de causalité linéaire. C'est jamais A cause B, B cause C, ou même A cause B, C, D, E, F. Vous pouvez imaginer de la causalité aussi complexe que vous voulez, ça change rien. Dans les systèmes dynamiques complexes, on a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire A cause B et B a une rétroaction sur A. Et les tempéraments, ce genre de choses, fonctionnent beaucoup sur ces rétroactions. Donc une personne qui pourrait être très introvertie et qui se dit bah moi je devrais jamais m'expatrier, etc. Si ça se trouve, elle va aller quelque part et elle va se révéler. On entend souvent des gens qui disent ah bah je me suis révélé au Japon, ou je me suis révélé au Mexique, ou je ne sais pas où. Donc je serais au contraire très précautionneux d'essayer de filtrer les gens avant. Parce que ces croyances sont ce qu'on appelle des croyances performatives. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les croyances performatives, c'est des croyances qui impactent notre fonctionnement. On a ce qu'on appelle des croyances inertes, c'est des croyances qui ne changent pas grand-chose à notre vie. Parce que, je sais pas, imaginez que demain, je sais pas, le Chili décide de changer de capitale. Si vous n'êtes pas chilien et vous en foutez un peu du Chili, ça ne change rien dans votre vie. Vous allez l'apprendre, vous allez dire ok, ben, très bien, je suis très content pour eux. Mais c'est inerte, ça ne va pas changer quelque chose dans votre vie. Par contre, si vous croyez que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas changer ses habitudes, et il y a un poste qui s'ouvre, vous avez une chance de vous expatrier, vous allez dire ah non, c'est pas pour moi. C'est une croyance qui est performative, parce que si ça se trouve, elle est fausse. Et si ça se trouve, si vous changez de pays, vous allez, je sais pas, avoir une vie qui est complètement changée et plus satisfaisante pour vous. Et donc, je serais assez précautionneux d'essayer d'avoir une sorte de ce qu'on appelle une erreur de la cause unique, de croire que ce qui prédit comment je vais m'adapter dans une nouvelle situation est juste ma personnalité. Ça va dépendre de plein de facteurs. Quand j'arrive dans le nouveau pays, est-ce que les gens sont sympas avec moi? Est-ce que quelqu'un va me prendre par la main et me dire pendant un mois, je vais te faire visiter la ville et cette personne va devenir ma meilleure amie ou mon meilleur pote? Il y a tellement d'autres facteurs. La personnalité en est un, mais c'est vraiment un facteur parmi toute une multitude qui rend la prédiction très difficile. Mais en général, en psychologie, la prédiction est quelque chose de très difficile. C'est plus facile d'expliquer après coup. Donc, par exemple, des questionnaires de personnalité pour mesurer l'adaptation culturelle de quelqu'un, ça... C'est difficile parce ça n'a ni queue ni tête, hein. parce qu'en fait, le problème avec ces questionnaires, c'est qu'ils commencent sur ce qu'on appelle potentiellement de fausses prémices. C'est-à-dire le raisonnement commence où j'ai déjà établi qu'il y a un profil d'adaptation culturelle. Mais ça reste à prouver. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être que moi, c'est très facile pour moi. C'était relativement facile pour moi de m'adapter à la culture française quand je suis venu du Liban. J'ai beaucoup lu de BD françaises, j'ai beaucoup regardé de dessins animés, etc., etc. J'ai beaucoup écouté de musique française, etc. Si ça se trouve, donc j'aurais eu un bon score d'adaptation culturelle. Si ça se trouve, si j'ai été pris dans une fac en Suède, ça aurait été catastrophique pour moi. Et du coup, mon score d'adaptabilité culturelle, il reflète mon adaptabilité à quelle culture. En fait, tout ça part d'un problème qui remonte à il y a très longtemps, mais on peut prendre 2 minutes pour l'expliquer. C'est que on n'a jamais vraiment dépassé les modèles dualistes. C'est-à-dire, pendant longtemps, on croyait au corps et à l'esprit, pendant des millénaires. Et puis, avec les Lumières et la Renaissance, on s'est dit non, il faut plus, on va abandonner le corps et l'esprit. Mais en fait, on a fait une sorte de tour de passe-passe, on a remplacé l'esprit par le cerveau. C'est devenu un peu le corps et le cerveau. Et on parle du cerveau comme s'il est déconnecté et comme si c'est une entité en dehors du monde. Genre la personnalité, les préférences, le tempérament. Mais encore une fois, c'est des boucles de rétroaction avec mon environnement, c'est-à-dire ma personnalité change selon où je me trouve. Je suis sûr que vous connaissez des gens au travail qui sont hyper sympas avec leurs supérieurs hiérarchiques et terribles avec leurs équipes.
C'est laquelle leur personnalité? Ouais. Est-ce que c'est des gens sympas ou est-ce que c'est des gens terribles? C'est un peu la même chose, notre adaptabilité. C'est tout le temps, il faut tout le temps observer un humain en contexte. Il y a très peu de choses en nous qui sont indépendantes de notre lieu de sociabilisation. On est des animaux sociaux. On n'est pas comme ce stylo qui écrirait de la même manière, indépendamment de où je l'emmène. Je vais pas. Ces mêmes questions, je répondrais probablement différemment si j'étais face à des étudiants en Master 2 de psychologie, par exemple. Et on est en train de faire un cours de psychologie interculturelle. Je vais mobiliser d'autres choses. D'accord. Okay. D'autres commentaires Sama? Non, non. Non, oui, en fait, on préfère parler d'état de personnalité plutôt que de traits qui changent en une même journée pour une même personne. Par contre, ça veut dire que bien, on fait l'expérience quotidienne d'être plus gentil quand il fait pas aussi chaud, par exemple. Donc, je pense que il faut aussi, enfin, notre complexité sociale. Une autre dualité qui est un peu la petite fille de ces dualités, c'est la dualité raison-émotion, qui en fait imagine qu'il y a une forme de raison pragmatique avec un idéal rationaliste et des émotions un peu anarchiques et chaotiques. Mais les deux sont dans une interaction qui fait que à un moment donné qu'on considère comme étant une bonne décision, est aussi dépendante de ce que nous avons déjà accumulé comme motivation affective. Et ce que nous avons dans nos affects, c'est aussi des calculs très précis de ce que nous avons à un moment donné pensé comme réel. Donc cette connexion fait que ce qui peut être un piège, c'est de décider quels sont les traits, si je veux être traits, qui sont expatriables, ou même les traits de leadership. Ou des traits. C'est ça aussi le piège, c'est de décider d'une manière figée et cristallisante de ce que c'est, par exemple, une bonne façon de prendre la parole en public. C'est-à-dire que le problème, c'est avant de dire si une personne l'a ou pas, c'est d'avoir défini un critère très figé de ce qu'on considère comme étant le charisme, comme étant le leadership, ou comme étant une personne à l'aise socialement. Ben, est-ce qu'on ne peut pas être des personnes très correctes sans être très à l'aise? Est-ce qu'on ne peut pas être, par exemple, expatriable tout en étant timide? Est-ce qu'on ne peut pas prendre la parole en public tout en bégayant? Parce que ce que je veux dire aussi, c'est que oui, on peut à un moment donné prendre une capture d'écran des aptitudes des uns et des autres, c'est vrai. Et même ce que tu as dit, Albert, sur cette intolérance à l'ambigu ou au danger, on peut l'évaluer à un moment donné dans la vie de quelqu'un. Mais est-ce que ce critère l'empêcherait d'explorer d'autres façons multiples d'être et d'exister? Voilà, c'est aussi ce qu'on a défini comme étant les soft skills qu'il faut aussi remettre en question, comme une bonne posture, une bonne voix, une bonne élocution, une bonne attitude, et justement, je pense que la question de la diversité culturelle met en branle cette cristallisation, parce que nous montre que dans d'autres cultures, si vous faites du storytelling, par exemple, qui a été extrêmement positionné comme une façon de se connecter aux autres, avec beaucoup de pseudosciences, comme quoi ça active des réseaux dans le cerveau où on est en même longueur d'onde. Mais vous allez dans des cultures plutôt collectivistes et vous faites du storytelling sur vos échecs. Les gens disent, mais pourquoi ils nous racontent ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on est vraiment une espèce extrêmement diverse au niveau de ce qu'on a considéré comme étant ce qui est légitime et ce qui est tolérable. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas quelquefois une nécessité d'avoir des normes parce que pour fonctionner collectivement, il faut bien oui, qu'on... Oui, voilà, mais ce qui est intéressant dans ce que nous faisons aujourd'hui dans le système pédagogique scolaire, c'est qu'on est en train de questionner ce qu'on a considéré comme étant la norme, oui, et ce qui est considéré comme étant déficitaire par rapport à la norme. Et il y a beaucoup de personnes qui avaient des différences développementales au niveau de la façon avec laquelle ils calculent, où ils parlent, où ils s'intéressent socialement aux autres aussi, qu'on considérait comme étant en déficit par rapport à la norme, et qu'il fallait donc les changer
ou les exclure, ou les changer pour rejoindre la norme. Et de plus en plus, on s'éloigne déjà en psychiatrie de l'approche déficitaire, mais aussi dans la considération qu'il faut réfléchir le système scolaire pour qu'il puisse correspondre à une diversité de façons d'exister. Et d'une diversité, ce que peut-être vous appelez neurodivergence. Mais d'abord, ce terme, il est aussi, à mon avis, problématique parce qu'on est en train de dire dedans qu'il y a une norme de laquelle on diverge. Alors que il faut qu'on questionne ce qu'on considère comme étant un comportement approprié à un moment donné. Et je pense, quand je dis ça, on a l'impression qu'on est en train d'exploser tous les codes sociaux. Non, reste que, oui, dans notre vie intime, on a des frères, des sœurs, des amis qui ont des comportements pas comme les nôtres, mais qu'on aime et qu'on accepte. Et on est beaucoup plus exigeant quand il s'agit de travailler ensemble. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on ait des règles de comportement, mais je pense qu'on les a très cadrées et figées pour correspondre à une façon très lisse de ce qui nous... voilà, je pense qu'il faut aussi qu'on travaille notre tolérance à l'ambigu, qui est qu'on ne fait pas en fait l'expérience intime de l'autre. Que l'autre, il est étranger, qu'il soit chez lui ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est une illusion aussi de parler de l'expatriation que c'est une question de déplacement géographique. On est étrangers les uns pour les autres, avec une vie intime complexe et invisible. Donc on maintient un doute et on laisse à l'autre l'espace d'être aussi multiple qu'on le donne à soi-même. Super, intéressant. Alors maintenant, j'aimerais poser une question à Albert, parce que sinon il va s'endormir. S'il le veut bien. Non, est-ce que Albert, tu fais Non, des je trouve ça dessins très intéressant, je suis la conversation. en faisant des dessins? Ça m'aide à me concentrer. Mais nous, on se posait la question sur les biais cognitifs. Alors, c'est un terme qui est un peu galvaudé, donc si tu peux nous rappeler un peu ce que c'est. Et est-ce qu'il y en a qui sont plus fréquents chez les expatriés? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des biais cognitifs plus fréquents? Alors oui, on peut imaginer qu'il y a des biais cognitifs plus fréquents, parce que les biais cognitifs sont souvent contextuels. Oui. Donc, différents contextes vont mobiliser. Mais déjà, c'est quoi les biais cognitifs? Pour faire simple, notre cerveau est un organe principalement prédictif, mais on n'est pas en train juste de prédire le futur, on est aussi en train de prédire le présent. Je sais, ça paraît bizarre, mais par exemple, je fais ma thèse, pour parler d'un truc très simple, j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale, ça a peur de parler en public. Dans notre cognition sociale, on a des ordres de pensée. On a ce qu'on appelle les pensées du premier ordre, c'est qu'est-ce que je pense de moi. On a les pensées du second ordre, qu'est-ce que je pense de vous. On a les pensées du troisième ordre, qu'est-ce que je pense que vous pensez de moi. Et qu'est-ce que je pense que vous pensez de moi? Je ne le sais pas. Et donc, j'ai besoin de le prédire. Donc, je le prédis dans le présent. Je ne suis pas en train de prédire le futur. Je suis en train de demander qu'est-ce que vous pensez de moi maintenant. Et quand on a une anxiété sociale, ça va biaiser la manière dont j'imagine qu'est-ce que vous pensez de moi sur un registre négatif. Je vais me dire, je vois dans son regard qu'il pense que je suis neurodivergent et que c'est une mauvaise chose. Ou mon cœur s'accélère, je commence à suer et je me dis, je me sens pas très bien. C'est pour ça que je suis en train de gribouiller pour essayer de détourner mon attention et je m'enfuis. À l'inverse, si je suis hyper arrogant, je me regarde et je me dis, je vois dans ses yeux qu'il pense que je suis neurodivergent et que je suis genre une sorte de génie mal compris. Et que j'ai besoin d'écrire pour canaliser mon intelligence, sinon ça part dans tous les sens. Et entre ces deux extrêmes, vous pensez que je suis nul, ou je pense que vous pensez que je suis nul, et je pense que vous pensez que je suis un génie. Vous n'avez pas changé. Ce qui a changé, c'est mes prédictions. Quand on s'expatrie, à cause de ce que disait Sama, il y a des codes qu'on n'a pas. Et donc, quand on doit stabiliser ces incertitudes, parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de moi, donc c'est de l'incertitude, et de l'anxiété stabilise souvent l'incertitude sur un registre négatif. Le danger, c'est de mal comprendre certains codes. Par exemple, ça peut être, si je dois donner comme ça des biais, par exemple le biais du faux consensus. Le biais du faux consensus, c'est quand je pense que quelque chose auquel je pense est partagé par tout le monde. Je sais pas, imaginez, je suis français, on va faire dans les stéréotypes, ça va être plus simple et c'est drôle. Donc les Français, on laisse pas vraiment de pourboire. On va aux États-Unis et on se dit, personne ne laisse de pourboire. C'est un faux consensus parce que c'est quasiment obligatoire et vous allez vous faire courser dans le restaurant en vous disant pourquoi vous n'avez pas laissé 15% et après vous allez dire quoi? 15%, c'est beaucoup trop. Donc ça peut être des biais de faux consensus, ça peut être plein de biais sociaux, de pas comprendre.
je sais pas, quelqu'un est très froid et vous pensez qu'il vous aime pas alors que c'est peut-être juste culturel et ça n'a rien à voir avec vous. Et je pense que c'est souvent ces biais de ne pas avoir la bonne clé pour la bonne serrure. En fait, imaginez, pour faire une analogie pas très bonne, mais qui fait l'affaire, euh, imaginez, vous allez voir un groupe de potes et vous êtes invité à un dîner. Vous venez de rencontrer une nouvelle personne et cette personne vous dit bah, j'organise un dîner chez moi ce soir et il y a mes meilleurs amis de toute la vie et j'ai très envie que tu les rencontres. Ok, super, vous allez au dîner et pendant le dîner, à un moment, quelqu'un, je sais pas, quelqu'un dit ananas et tout le monde explose de rire et vous êtes là, vous dites mais c'est quoi leur délire? En fait, ils ont une sorte de ce qu'on appelle en anglais un inside joke ou en français private joke. Je sais pas pourquoi on utilise un mot en anglais quand même. Ça s'appelle inside joke et on n'a fait aucun effort. On a pris quand même un mot en anglais. On a transformé ça en private joke. Mais bah, la private joke, c'est l'équivalent d'une culture. C'est-à-dire, eux, ils ont des références auxquelles vous n'avez pas accès et à terme, vous allez y avoir accès. Et la majorité des biais, je pense que ça peut jouer dans les deux rôles, dans les deux sens. C'est-à-dire aussi, le nouvel endroit où vous êtes, ils vont trouver hyper bizarre comment vous faites quelque chose. Par exemple, moi, une fois, je donne un exemple. Je fais des conférences et j'ai fait ma thèse sur les troubles anxieux. Et dans l'anxiété, il y a un réflexe assez important qui s'appelle le fight et flight réflexe. Et le fight and flight réflexe fait partie de ce qu'on appelle les 4 F de base de la survie d'un chercheur qui s'appelle Karl Pribram. Et donc il y a 4 F qui sont nécessaires pour qu'une espèce survive. Il y a le fight, le flight, et puis il y a food et fuck. Et, et j'ai fait cette conférence plein de fois. Et jamais personne m'a rien dit. Et un jour, je devais faire une conférence en Angleterre, donc où les 4 F sont des mots anglais. Et donc je dis bah, food, flight, fight et fuck. Et à la pause, la personne responsable de la conférence vient et me dit genre tu as dit fuck. Je dis ouais, genre, c'est le mot. C'est pas moi, c'est le chercheur des années 70 qui dit ah non, ça tu peux pas le faire. Genre les gens étaient très offusqués, ils sont venus me voir derrière. Après c'était l'église d'Angleterre, donc c'était un petit détail que j'ai mis de côté. C'était sur le stress dans la vie ecclésiastique, donc je ne raconte pas. Mais c'était un code culturel que je pouvais pas comprendre, qu'avec les prêtres je pouvais pas dire fuck, et que pour eux c'était pas nécessaire pour leur survie, mais voilà, donc c'est surtout autour de la cognition sociale. Mais est-ce qu'il y a des biais sur lesquels on peut se préparer? Parce que nous, dans les équipes RH, quand on dit, bah voilà, on va vous former à l'interculturel pour que vous ayez plus de facilité en arrivant sur place, vous décodez au moins les grands traits des cultures. Est-ce que ça, c'est suffisant? Oui, bien sûr. C'est utile, au moins? Bien sûr, c'est utile de préparer son arrivée dans une nouvelle culture. De baigner avec des personnes, qu'on me prépare à des choses. Je suis allé en Chine, je suis très heureux qu'on m'ait préparé sur rien que les changements de technologie, qu'il n'y a pas Google, qu'il faut installer des choses, mais aussi sur place, des formulations. Je sais pas, imaginez, vous arrivez dans le sud de la France et c'est 4 bises à chaque bonjour. Si vous n'êtes pas préparé, ça peut être genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça finit pas? Et du coup, bien sûr que c'est important de préparer, mais sans tomber non plus dans le stéréotypage, c'est-à-dire de réaliser, c'est-à-dire les grandes lignes, parce qu'il y a des spécificités, même au sein même d'une culture. Et le plus gros danger, c'est d'imaginer une culture d'une manière un peu monolithique, de dire bah les Américains sont tous tout le temps How can I help you, sir, machin, ou que je sais pas. Je connais pas, je vais pas me lancer sur le terrain miné des stéréotypes culturels, mais oui, bien sûr qu'il faut préparer un minimum pour comprendre un peu le pourquoi du comment. Au moins se préparer à ce que ce soit différent, quoi. À ce que ce soit différent et surtout que je puisse comprendre, au moins avoir un peu de ces codes, même pour des choses hyper pratiques. Je sais pas, est-ce qu'ils trient leurs poubelles ou pas à l'endroit où je pars? J'ai un pote qui allait au Japon. Et je pensais que c'était une légende urbaine, mais il m'a dit que c'est vrai, il n'y a pas de poubelle dans le public. Du coup, tout le monde a des petits sacs, ils mettent leurs poubelles et ils les emmènent avec eux toute la journée jusqu'au soir chez eux. Bah, c'est important de le savoir, alors que ça paraît anecdotique, mais c'est vraiment ces petits détails qui peuvent devenir une sorte de charge cognitive assez importante. Et si on peut l'évacuer, bah, tant mieux. Évidemment qu'il faut se préparer à une autre culture. Bah, super, merci. Moi, je vais arrêter les questions parce que je préférerais que ce soit des questions de la salle. Voilà. Alors, il y en a plein déjà. Je vois plein de mains levées. Waouh. Toc, toc, toc. Là. Donc, on aura un micro pour... Et là, derrière. Merci beaucoup.
Alix Carnot, expat communication. Je jubilais. Je suis là. Je jubilais en vous écoutant parce que c'est vraiment tout. On fait de la formation interculturelle, donc toute cette idée de c'est pas prévisible, ça vient de la fatigue de l'expatriation qui vient de cette d'avoir trop de sollicitations. Et justement, tout à l'heure, il y a un intervenant qui était passionnant. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Une pointure dans son domaine en RH, et qui nous a dit, chez nous, il y a pas l'expatriation en Europe, c'est pas une expat, c'est du contrat local plus, parce qu'il n'y a pas de différence. Et nous, moi, quand je fais des formations interculturelles, je tressaille en me disant, j'ai l'impression que ce qui fait le succès d'une expatriation, c'est d'avoir bien mesuré l'écart entre ce qui va se passer et la réalité. Et que donc des expatriations a priori simples, comme en Angleterre, mais déjà c'est que a priori, les gens sous-estiment le pas et donc se prennent les pieds dans l'escalier parce qu'ils n'ont pas monté le pied assez haut. Est-ce que sur le plan cognitif, c'est quelque chose que vous confirmez ? Alors, déjà sur le plan du réel, nous, avec Albert, on vient du même pays qui est très petit par rapport à la France. Je pense que, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai un ami libanais quand je dis que je suis libanaise. Et ils ne savent pas, voilà, ils ne savent pas que c'est un pays où il y a eu 17 ans de guerre civile. En fait, si vous posez la question à des Libanais de raconter l'histoire contemporaine du Liban, vous n'aurez pas du tout la même histoire. Donc, en fait, vous ne savez pas de quel Liban il s'agit. Et là, on parle d'un tout petit pays. Même les plats, on ne les mange pas de la même façon. Même la façon avec laquelle on fait les recettes, on se dit, mais eux, ils ne savent pas manger. Moi, je suis d'origine musulmane du sud Liban. Albert. On peut ne jamais se croiser dans ce tout petit pays. Et donc, en fait, on fait des expatriations au sein de notre pays quand on va à l'université, déjà. Il y a des gens qui n'ont jamais vu de musulmans et des gens qui n'ont jamais eu d'amis chrétiens. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas imaginer que c'est partout de les villes. Donc déjà, au niveau réel, au sein d'un même pays, on a des différences culturelles, on a des perceptions et des croyances inertes et performatives qui sont, voilà. Moi, par exemple, le rapport que j'ai à la France, c'est l'opposé de celui d'Albert. Je me disais, je ne serais pas légitime, je ne parlerais pas la langue, et personne de mon entourage le faisait. Je voulais plus être aux États-Unis parce que c'était la mode que les gens de ma famille aillent aux États-Unis. Donc, vous voyez que dans tous les biais que Albert a cités, je pense que ce qui est le plus pernicieux, c'est l'essentialisation. C'est la généralisation. Donc, c'est vraiment de considérer qu'on est face à un bloc monolithique, donc essentialiser, donc renvoyer les autres à une essence, dire que ce soit positif ou négatif. Mais s'attendre aussi qu'on va être vu d'une manière essentialisante. C'est ça ça se produit. Alors, je dis il faut se méfier, mais on ne peut pas s'assurer de ne pas le faire. Parce que c'est encore une fois une façon de stabiliser l'incertitude, c'est de simplifier le monde. Et on le simplifie en créant des blocs monolithiques des uns et des autres. Mais ça, à l'échelle même d'un même pays, donc imaginez à l'échelle là, vous avez parlé Angleterre et France, c'est tellement différent. Donc voilà, je pense que il faut qu'on s'attende donc non seulement à ce que l'autre se révèle dans leur richesse et leur complexité, et que nous aussi, on va être vus avec, en fait, ce qu'on appelle le biais endogroupe et exogroupe. Ça veut dire que les membres qui appartiennent à notre groupe, à notre endogroupe, on leur donne plus d'adjectifs quand on veut les décrire. Plus de richesse, plus de complexité. C'est comme si, en fait, c'était une série ou un film dans lesquels ces personnages, on les voit plus souvent, donc ils sont plus intéressants, ils sont montrés un peu, ils se réveillent, ils font leur café, voilà. Et les autres, c'est des figurants qui n'ont pas de complexité, qui n'ont pas d'intériorité. D'ailleurs, c'est le prémisse du racisme, c'est quand l'autre n'a pas d'intériorité. Donc, il n'est pas vu dans sa singularité. Il n'est pas unique.
Voilà, c'est comme ça qu'on déshumanise aussi. Hein. Il n'est pas unique, la personne n'est pas unique. Donc on ne va pas être vu comme ça, donc il faut aussi s'attendre à ce qu'on ne soit pas vu pour ce qu'on est vraiment. Et qu'on soit jugé au sein et rangé au sein d'une catégorie, comme on va le faire pour les autres. Donc après, le savoir et le prédire ne veut pas dire qu'une formation interculturelle va nous permettre de ne pas le vivre, mais c'est de le savoir. Et donc de partir avec une forme d'humilité et de doute. Parce que si on fait beaucoup de formations et on peut avoir l'illusion d'avoir fait le tour, et on arrive, on passe une semaine au Japon et on revient, ah, je devais te raconter le Japon. Et ça aussi, c'était une surconfiance en notre capacité d'être à l'aise, parce qu'on a voyagé enfant avec notre parent qui était dans la... J'entends beaucoup aussi de ces surconfiances de personnes parce qu'ils ont beaucoup voyagé. On peut très bien voyager sans rencontrer les autres et être dans un rapport très flottant et superficiel aux autres. Et on peut être vraiment touriste social aussi. Et donc, je pense, garder l'humilité que les autres, nous sommes exclus de leur complexité, c'est une bonne prédiction en quelque sorte. Et qui peut commencer par être pénible et qui peut finir par devenir comme un sport qui demande de l'effort mais qui est aussi plaisant. Oui, Bruno Sicard, médecin Eramet. Moi, j'avais une question relative à la communication de David et sur le ratio homme-femme qui était expatrié. Ça nous a été présenté principalement pour des raisons plutôt sociales. Moi, j'ai fait ma thèse de science sur la propension à la prise de risque et on sait qu'entre les individus, il y a des fortes différences. Une partie de cette différence peut être expliquée par la biologie. On sait que le rôle de la testostérone, qui influe justement donc cette prise de risque avec un modèle biologique, et c'est pour ça que principalement ceux qui sont le plus engagés dans les situations à risque, c'est surtout les hommes jeunes. Donc je voulais savoir, est-ce que vous pensez que une partie, en tout cas, de cette différence de ratio qui est importante entre hommes et femmes, pourrait potentiellement s'expliquer par cette partie, je dirais, biologique, et notamment éventuellement l'appréhension de la prise de risque. Et si ça pouvait, par exemple, être gommé, si on efface justement cette perception du risque auprès des candidats à l'expatriation pour essayer d'avoir un peu plus de candidats féminins. Alors, l'état actuel des connaissances approuve en effet que la testostérone est impliquée dans la prise de risque. Même il y a des études de jeux avec des injections de testostérone qui vont faire nous allons prendre plus de risques. Par contre, l'état actuel de connaissances montre que, tout comme pour les neurotransmetteurs, une hormone n'a pas une fonction figée, elle est en interaction. Notamment, aujourd'hui on parle pour la prise de risque plus du tout de la testostérone, mais du ratio testostérone-cortisol. Et ce ratio est le même chez les hommes et les femmes. Et donc, en fait, vous pouvez avoir un haut niveau de testostérone, mais si vous avez aussi un haut niveau de cortisol, vous avez aussi dans une anxiété qui va inhiber, qui va finalement neutraliser l'effet de propension au risque de la testostérone. Donc, nous avons à peu près 6 fois moins, mais peut-être 6 fois moins de testostérone, mais ça change au cours du cycle. Mais ça va dépendre de la relation que nous avons avec le cortisol. On a vu Trump, par exemple, je prédis qu'il doit avoir peut-être un niveau de testostérone élevé, mais aussi un niveau de cortisol élevé, lié à son anxiété sociale et à son envie d'être reconnu. Enfin, on peut sentir aussi qu'en tant que mammifère, ça ne m'inspire pas confiance. Parce qu'on sait que pour les autres espèces, les animaux, ce qu'ils vont considérer comme leaders, c'est les gens comme Albert, tranquille. Tu vois, et on va suivre.
Oui, voilà. Mais je parle des autres espèces animales qui ne peuvent pas prendre des risques, donc ils font les choses comme il faut dans la nature. Et ils vont suivre, en fait, ceux qui vont être les leaders du groupe, c'est ceux qui ont les taux de cortisol les plus bas. C'est en fait, on se dit, apparemment, cette louve, elle sait ce qu'elle fait, parce qu'elle a l'air tranquille. Et donc, ça nous rassure beaucoup plus que les taux élevés de cortisol, qui vont peut-être donner un mâle alpha, mais très anxieux. Donc, il va peut-être se battre, mais il ne sait pas où il va. Voilà. Donc, ça, ce que c'est un mythe qu'on suit le mâle alpha. Le mâle alpha, c'est vrai, c'est un peu ce leader du groupe. Tu sais, il laisse personne rentrer, il veut d'abord... Mais en fait, il n'a pas d'expérience, parce qu'il est justement très jeune. Donc voilà, donc déjà, la question de l'argument des hormones pour genrer qu'à la fois la prise de risque ou l'empathie d'ailleurs, parce qu'on sait qu'on a plus d'ocytocine. Les femmes ont plus d'ocytocine, mais encore une fois, les hommes, vous avez ce qu'il faut en ocytocine pour exprimer un intérêt social. Nous, ceux qui n'ont tout le reste, vous allez dire, mais alors, à quoi ça sert ce surplus en testostérone et ce surplus en ocytocine? Pour nous, ça va être pour accoucher et pour réguler le rythme de cycle menstruel, mais ça n'a rien à voir avec les comportements que nous sommes en train d'évoquer. Et bien sûr, à côté de cela, la majorité des études qui sont faites sur les hormones, des études fondamentales, sont faites sur des rongeurs à qui on ne demande pas de s'expatrier et à qui, sur qui, en fait, il n'y a pas les questions sur lesquelles on vulgarise ces données pour dire les hommes et les femmes sont comme ci et comme ça. Donc voilà, il faut toujours rappeler que nous sommes une espèce particulièrement complexe du fait que nous naissons très tôt dans le processus de la grossesse, donc nous avons des cerveaux qui restent encore à cuire, en quelque sorte. Donc on a encore du temps pour qu'on s'adapte. Donc c'est là où je peux dire que, pour répondre à votre question initiale, qu'est-ce qui expliquerait? Donc ce qui explique, c'est que là où ce cerveau est arrivé, il a été molded, sculpté par la socialisation que nous recevons, et peut-être que nous sommes, en tant que femmes, invitées plus à se stabiliser, à prendre moins de risques, parce qu'on a été invité aussi à faire attention économiquement aux autres et à soigner. Mais c'est aussi un facteur de socialisation. Mais pour vraiment savoir s'il y a un effet biologique sur cela, il nous faut une planète non genrée. Et voir dessus qu'est-ce qui va se passer et qui va vouloir s'expatrier. Et surtout, est-ce que ce ratio ne change pas selon les métiers? Est-ce que c'est surtout les métiers, les hommes s'expatrient plus que les femmes? Ou est-ce que ça dépend des métiers? Okay. Oui. Voilà. Ok. Albert nous a laissé un peu sur notre fin sur la question des biais de perception. Moi, une des difficultés auxquelles j'ai été le plus souvent confronté en tant que fils d'expat, expat moi-même et puis expatrieur, c'est le rapport à la fiabilité, au oui et au non. Un non en France, c'est peut-être. Et un oui en Inde, c'est même pas peut-être. C'est probablement non. Oui. Et ça c'est structurel. Les gens, les 4 bises, on s'y fait en 2 semaines. Le private joke, il faut peut-être 12 ans. Oui. Mais ce rapport à la fiabilité de l'engagement, c'est quelque chose qui structurellement et culturellement est très très difficile à aborder. Bien sûr, mais c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas répondu à la question, parce que Samar a très bien répondu, mais cette question de dire que, par exemple, quand on est en Europe, on s'expatrie pas, je dirais même parfois entre les villes, et encore plus quand on va dans le truc en Inde, c'est un gros biais de toute façon en recherche, c'est-à-dire en recherche, on a un biais qui s'appelle le biais WEIRD, W-E-I-R-D. C'est un chercheur en 2010 qui a publié un article qui a réalisé qu'une grande partie des recherches en psychologie et en sciences cognitives en général, c'est des personnes qui sont majoritairement, donc W-E-I-R-D, c'est white, blanche, éduquée, industrialisée, riche et de pays démocratiques. Et à partir de cet échantillon, on est en train de dire, ok, l'espèce humaine fonctionne comme ça. Et donc il s'est dit, ok, je vais aller vérifier. Et on n'est pas en train de parler de questionnement sur genre la morale ou des choses comme ça. On n'a pas attendu 2010 pour savoir qu'on a différentes moralités selon les cultures. Non, c'est des trucs comme la perception visuelle, la sensibilité à la récompense, la fiabilité, dans l'assertivité. Si je dis oui, est-ce que ça veut dire oui? Ou si je dis oui.
Et donc, il est allé trouver des papiers qui ont été faits dans différentes cultures. Et c'était vraiment une sorte de séisme dans la discipline, parce qu'il a réalisé non seulement que cet échantillon n'est pas représentatif du fonctionnement de l'espèce, mais c'est le pire échantillon à partir duquel généraliser le fonctionnement de l'espèce. Et après, il s'est dit, ok, j'ai comparé les populations weird et les populations non weird. Mais si ça se trouve, les populations weird entre elles ne fonctionnent pas pareil, parce que le monde occidental, c'est un découpage purement politique. Il n'est pas du tout biologique, ni psychologique, ni rien du tout. Donc il s'est dit, ok, je vais regarder dans l'échantillonnage weird. Et ce qu'il a découvert, c'est que 80-85% de l'échantillon, c'est des étudiants américains en psychologie, autour de la Californie ou de Boston, genre en gros Harvard, UCLA, etc. Et il a montré que cet échantillon n'est pas non seulement non représentatif, mais que c'est le pire échantillon pour généraliser sur les populations weird. Et que du coup, on ne pouvait même pas généraliser sur les Américains. C'est-à-dire un Texan et un Texan qui a 21 ans et un gamin de la Silicon Valley qui a 21 ans, vous pouvez imaginer qu'ils n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Et donc, évidemment qu'un Suédois et qu'un Français, je ne sais pas, vous prenez un Espagnol, un Italien de Sicile, et vous le mettez avec un Danois de Copenhague, bonne chance, genre, bonne chance. Le Sicilien, il est beaucoup plus proche d'un Marocain, par exemple, ou d'un Grec ou d'un Chypriote qu'il ne l'est d'un Allemand. Alors qu'on appelle ça, c'est-à-dire on confond souvent les découpages du monde politique avec des découpages ontologiques de notre fonctionnement. Mais c'est pas vrai. Et donc, évidemment que des choses comme la dépendance, est-ce que je peux dépendre sur les gens? Donc, quelqu'un me dit au travail, c'est bon, je m'en occupe. Est-ce que je peux dépendre? C'est quelque chose qui est hyper important. La fiabilité, l'impact. Est-ce qu'on m'explique où est-ce que mon métier a un impact dans l'entreprise dans laquelle je travaille? C'est des facteurs qui sont très bien identifiés pour un groupe qui collabore bien. J'ai besoin de savoir que je peux évacuer de mon espace mental. Si vous me dites, oui, je serai là, que vous allez être là. Et différentes cultures ont différents trucs. Par exemple, au Liban, il y a ce truc hyper bizarre de, je sais pas, vous faites des travaux chez vous, et à la fin, vous demandez à la personne combien je vous dois, il vous dit comme vous voulez. Vous dites quoi? Il dit, ben non, et comme vous voulez. Mais en fait, c'est pas vrai que c'est comme vous voulez. Si vous lui donnez un tarif qui est trop bas, il vous dit, ah bah quoi? Genre, c'est pas normal que vous vouliez ça. Et ça peut être très perturbant pour quelqu'un qui vient de l'étranger, parce que c'est vécu comme il essaye de m'arnaquer. Et il le fait juste avec moi, parce qu'il voit que je suis un expat, et donc j'ai plus de sous, et donc il essaye de me la faire un peu à l'envers, alors que pas du tout. Donc il y a ça peut devenir presque des fonctionnements presque paranoïaques. Il m'a dit qu'il va venir, genre en Inde, il m'a dit oui, je serai là, il est pas là, parce que genre il est en train de jouer avec mes limites. Alors que la notion n'est même pas proche de l'espace cognitif. Et c'est là où je pense que la préparation est hyper importante, et je pense que c'est encore plus important quand on sous-estime la différence culturelle. C'est-à-dire quand on pense que, ah bah oui, je suis en train d'aller, je sais pas, en Suisse, bah, j'ai fait des confs par exemple en Suisse, et même dans les différents cantons, je sais pas, j'ai fait une conf une fois, je fais la même conf à Bruxelles, et à un truc qui s'appelle Zoug, ou Zouik, je sais plus comment ça s'appelle, Zoug, voilà, à Zoug et à Lausanne. C'est pas du tout la même population, ils rigolaient pas sur les mêmes blagues, etc., etc., etc. Et donc c'est hyper important de pas sous-estimer, et c'est hyper important d'être préparé. Parce que sinon, ça peut... Encore une fois, plus il y a de l'ambiguïté, et plus on bouche les trous avec nos ressentis. Et quand on est en train de faire ça sur une culture entière, en général, c'est pas top. Et en plus, l'autre est en train de faire la même chose sur moi. C'est-à-dire, l'autre est en train de me dire, mais pourquoi il est psychorigide, lui? Je lui ai dit, j'arrive, j'arrive. Je lui ai dit 11h, si j'arrive à 13h, ça va. Bon, c'est juste 2 heures, quoi. C'est pas très grave. Pourquoi il vient me chercher comme ça? Alors, une dernière question. Merci beaucoup. Une petite question sur l'impact que peut avoir une expatriation sur les enfants. Parce qu'autant les parents, ils peuvent le rationaliser, se préparer, alors qu'un enfant, qu'on prenne 2 ans, 3 ans, ou 7 ans, ou 15 ans, comment il va accepter cette expatriation, comment ça peut être une chance pour lui pour se développer, ou à l'inverse, un problème, parce que c'est une nouveauté qui pour lui est trop importante. Très bien. Ils vont le vivre très bien. Non, je pense que l'enfance, c'est un endroit de recherche d'incertitude, à l'opposé de ce qu'on rejette. Après, bien sûr, il faut parler des enfances. C'est-à-dire que les enfants, ils sont aussi multiples et divers que nous. Ce qui est sûr, ce qui est déjà analysé, que l'enfant, il est prêt à explorer tout ce que vous pouvez imaginer et s'adapter comme vous voulez, s'il y a une stabilité affective autour de lui.
Et ce n'est pas comme nous lié à l'environnement et c'est pour ça que l'enfant emporte un doudou. Ils sont, enfin, mais un enfant, j'ai écouté un podcast parce que je n'aime plus du tout voyager. Enfin, je vous dis, voilà, moi je suis non expatriable maintenant. Je suis très fatiguée. Mais du coup, j'étais en Guadeloupe pour des conférences et la France me manquait, alors que je suis libanaise. Mais là, vraiment, j'avais le mal de ce pays. Et donc, j'écoutais un podcast sur l'exil. Et dans cette podcast, elle parlait de lien que nous avons avec les lieux. Qu'on parle toujours de racines, et que racine, c'est une idée qui n'est pas intéressante pour nous, les humains, parce qu'on ne sont pas des arbres. Si justement, quand on crée cette idée avec la racine, on se vit comme coupé de ces racines. Mais en fait, nous sommes des nomades, en fait. Et l'idée des racines, est-ce que c'est pas une idée qui a limité un peu notre imaginaire par rapport à où on peut appartenir? Parce que moi, je me dis maintenant, j'appartiens là où mon fils grandit. Et donc, elle parlait à un moment donné des enfants qui, quand ils arrivent dans un lieu, au bout de très peu de temps, ils l'ont exploré beaucoup mieux que nous. Ils savent où il faut se cacher. Nous, on peut vivre des années sans avoir visité des recoins d'une maison qu'un enfant a déjà visité. Et je pense que c'est un contrôle sur l'environnement qu'ils ont, un pouvoir qu'ils ont, qui peuvent leur donner un avantage sur nous d'adaptation. Je rajoute à cela la facilité à ce qu'ils puissent être en immersion orchestrée, ce qu'on appelle l'immersion orchestrée, qui est ce que les sciences cognitives ont montré pour l'apprentissage d'une langue. On a fait tout le tour des méthodes et ils ont dit, en fait, c'est l'immersion. On n'a rien inventé de mieux. Et donc là, l'immersion dans une langue à cet âge peut aussi permettre une flexibilité mentale, parce qu'il y a aussi les études qui montrent que la flexibilité mentale, cette chose qu'on disait, la pensée critique et le doute de soi, elle est beaucoup plus aisante, on dit, aisée, chez les personnes qui parlent plus leur langue. Peut-être parce que je me dis, ce verre, il peut s'appeler verre ou glace ou kebeye. Et donc, peut-être que mon cerveau est entraîné au fait qu'une même chose peut avoir plusieurs perspectives, peut-être. Mais en tout cas, il y a une forme, comme une exercice gymnastique mental qui fait qu'il y a cette souplesse. Donc voilà, je pense que ce qu'il faut penser, c'est ce qu'on dit par rapport aux écrans, c'est ce qu'on dit par rapport à plein de choses pour lesquelles on s'inquiète pour les enfants. Ce qui est protecteur, c'est les formes invisibles d'amour. Voilà, on n'a rien inventé de plus compliqué. Et qui sont protectrices et comme une forme de tampon face à tout ce qui peut être nouveau. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est super.